Un jour, les enquêteurs découvrent une cinquantaine de victimes dans 2 fermes abandonnées en Suisse et ils pensent là très vite à un suicide collectif. Ce sont d'abord des pompiers qui ont été appelés pour des incendies. Mais une fois le feu éteint, une réalité bien plus sordide se révèle. Les corps, découverts le 5 octobre 1994 dans le comté de Fribourg, sont ceux d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants. Ils sont tous de nationalité suisse, française et canadienne. Il y a eu un véritable massacre ici. Le truc est hyper long dans tout ça, c'est que certaines victimes se sont étouffées en mettant la tête dans des sacs plastiques, et d'autres semblent avoir été abattues d'une balle dans la tête. Les lieux ont ensuite été incendiés et de l'essence a été répandue pour accélérer le feu. Ce qui intrigue là les enquêteurs et les met directement sur une piste de secte, ce sont les tenues des victimes. Ils portent tous une étrange cape avec des symboles dans le dos. Les corps sont sortis devant les caméras de télévision qui affluent déjà sur le lieu du crime. Et là, le défilé des housses blanches sur les brancards sidère complètement les esprits. Une longue enquête alors, vous l'imaginez, débute après la découverte du carnage pour découvrir réellement la vérité sur ces morts suspectes. Une enquête sur les traces d'une secte jusqu'alors inconnue des autorités. Les rumeurs courent sur cette terrible secte. Elle s'appellerait apparemment la Croix et la Rose, selon les premiers journalistes qui s'expriment à l'antenne. Mais l'enquête se révèle plus compliquée que ça. Les suicides collectifs vont continuer après ce qui n'est que le premier d'une longue série. Prenez un petit truc à manger, d'ailleurs actuellement je suis sûr qu'il y a des personnes qui mangent en regardant cette vidéo. Que mangez-vous? Ça m'intéresse. Statistiquement il y a forcément un gars qui bouffe du fromage. On fait quoi de l'info? Pas vraiment grand chose, mais je voulais le dire. Aujourd'hui je vous propose l'histoire de l'énigme irrésolue, celle des massacres de l'ordre du Temple solaire. C'est dans les années 80 en Suisse que se rencontrent Luc Jouret et Jody Mambro, qui seront bientôt les fondateurs de l'ordre du Temple solaire. Tous deux fréquentent des milieux d'extrême droite et des cercles ésotériques. Jody Mambro, français, originaire du Vaucluse, est un ancien bijoutier véreux. Et il est déjà, je vous spoil, très connu des autorités suite à une condamnation pour abus de confiance et chèque sans provision en 1972. Le mec est déjà bizarre. Il a purgé pour ça, dites-vous, une peine de 6 mois de prison. Décrit comme plutôt enrobé, il porte de nombreuses gourmettes et bagues en or, et il porte des chemises aux couleurs voyantes, ouvertes au col. Et ce monsieur il se passionne très tôt pour le spiritisme. Partout où il va, il revendique son attrait pour l'ésotérisme, l'occulte, et s'autoproclame même, dites-vous, messager de l'au-delà. Bon, d'abord il s'engage dans une organisation de tradition gaulliste, puis dans une loge de l'Anticus Mysticus Ordo Rosae Crucis à Nîmes, aussi connue sous le nom de l'Ordre de la Rose-Croix. Et cette association française se définit comme un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mondial, non sectaire et non religieux, apolitique, ouvert aux hommes et aux femmes, sans distinction de race, de religion ou même de position sociale. Et sa devise, la voici: la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Son objectif, en fait, pour vous l'expliquer un petit peu, c'est d'aider ses membres à atteindre un équilibre par la maîtrise personnelle et il s'appuie sur des textes d'ordre ésotérique et mystique. Mais Jody Mambro a des ambitions beaucoup plus grandes, celle de fonder sa propre communauté. Et avant même de rencontrer son compère en 1974, il fonde ce qu'il appelle le Centre de préparation à l'âge nouveau, ou CPAN. Son objectif est très simple. Il a pour but de développer l'éducation morale, physique et psychique de ses membres et créer entre eux des liens d'amitié extrêmement forts. Et cette petite communauté, il va l'installer dans une ferme à la frontière franco-suisse. En 1977, Jody Mambro rencontre alors un certain Michel Tabachnik. Mais alors qui c'est ce petit Tabachnik? Eh bien je vous l'explique de suite. Tabachnik en fait c'est un chef d'orchestre qui fréquente déjà une communauté à Genève, la Fraternité de la Pyramide. Ensemble, ils décident alors de fusionner leurs deux groupes et créent la fondation Golden Y. Établie dans une villa en Suisse, elle est présidée par Tabachnik. La fondation se présente comme un cercle de conférences privées qui aborde des thématiques plutôt variées. Son objectif en fait est d'affirmer et de discuter des problématiques liées à la pollution, à l'environnement et surtout aux liens sociaux, mais aussi de développer une compréhension approfondie de l'évolution de la qualité de vie future. Pour ça, ils mettent alors l'accent sur des sujets tels que la vie saine, l'agriculture biologique et les techniques de soins alternatifs. Et pour l'occasion, des grands nombres de l'époque sont invités aux conférences comme Alain Delon, Michel Jonas ou même Mireille d'Arc. Progressivement, comme vous le voyez peut-être ou pas, Jody Mambro insuffle une dimension mystique et religieuse à la fondation. Il est considéré même par les membres de la fondation comme un médium, un individu habité par une entité supérieure. Les mecs sont complètement paumés. Tabachnik, lui, est chargé des conférences. Lui s'occupe de recruter en fait de nouveaux membres.
Mais cette communauté, comparée à d'autres qui sont beaucoup plus faciles d'accès, c'est super compliqué d'y rentrer en fait. Puisque Di Mambro demande à tous ses adhérents de présenter un état de leur patrimoine. Déjà là, vous comprenez que ça commence un peu à coincer. Et le fisc, comme nous, veut savoir où passe cet argent. Alors lui, ce qu'il fait, notre bon vieux gourou, c'est qu'il se délocalise complètement et il fait maintenant toutes ses activités à Genève. À partir alors de 1982, Di Mambro annonce une grande nouvelle pour l'humanité. Une mission apparemment a été confiée à la fondation. La communauté est destinée selon lui à faire naître un enfant roi. Et pour porter cet enfant cosmique, comme il l'appelle, il jette alors son dévolu sur Dominique Bellaton. Cette jeune toxicomane, traquée par des proxénètes, a rejoint l'ordre à la demande de ses parents. Dans la crypte de leur QG, ils organisent alors une cérémonie et mettent en scène la fécondation divine de la future mère. Comme la Vierge Marie, elle doit en fait engendrer cet enfant de façon miraculeuse, sans aucune relation charnelle. Il faut convaincre alors les adeptes des pouvoirs surnaturels de Di Mambro. Il faut créer le miracle. Alors, devant les fidèles, quand personne ne fait de bruit, une épée touche le ventre de la femme et un éclair jaillit soudainement. En réalité, au moment de la cérémonie, Dominique est déjà enceinte depuis plusieurs semaines, vous l'aurez compris. Et elle est fécondée par Di Mambro lui-même qui n'est tout autre que son amant, vous l'aurez deviné. Et le reste, pour vous expliquer en fait, l'épée, la lumière, tout n'est qu'un jeu d'effets spéciaux. Le 22 mars 1982 naît alors Emmanuel, aussi appelé Chris en référence à Jésus-Christ. En même temps, Di Mambro se rapproche d'un autre groupe, l'Ordre Rénové du Temple. Cette organisation revendique une filiation à l'Ordo Templi Orientis, fondé par d'anciens membres de la Fraternité de la Rose-Croix. Cet ordre secret aurait été fondé au XVe siècle par un personnage mythique, Christian Rosenkreutz. Au sein de l'Ordo Templis Orientis, Di Mambro rencontre alors Luc Jouret. Son comparse belge, obstétricien de formation, est un ancien prof de gym, étonnamment. Il est vraiment passionné par la philosophie orientale, et il est en apparence un homme plutôt séduisant. Et il a développé ce monsieur un fort intérêt pour la médecine douce et alternative comme l'homéopathie, et aussi un attrait croissant pour l'ésotérisme. En 1982, il fonde Club Amenta, rebaptisé Atlanta. Et alors Jouret donne plusieurs conférences où il établit un parallèle entre la démarche spirituelle et les principes de l'homéopathie. Il est plutôt à l'aise à l'oral et fait preuve de grandes compétences de communication. Il a les qualités, comme vous le voyez en fait, parfaites d'un gourou. Et ça, Di Mambro l'a très bien compris. Il décide alors tout bonnement d'entrer directement en contact avec lui. Et comme le chef de l'ordre rénové du temple vient de mourir, Di Mambro saisit l'occasion de placer Luc Jouret à la place. Mais comme vous l'aurez peut-être deviné, cette nomination arbitraire du nouveau grand chef fait naître pas mal de désaccords entre les membres. Di Mambro et Jouret décident alors de fonder leur propre ordre, l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire. Puis ils fusionnent l'organisation avec celle de Di Mambro, la fondation Golden Y. La communauté se surnomme plus sobrement l'Ordre du Temple solaire. Jouret a pour rôle de rabattre les futurs adhérents de l'ordre. Mais attention, pas n'importe quel profil. Il est chargé de repérer les personnes les plus crédules, mais surtout les plus fortunées. Les statuts de l'organisation, pour vous les décrire, sont assez particuliers. Ils exigent que les adhérents remettent l'intégralité de leurs revenus à l'ordre. Mais alors là, vous allez me dire, quels enseignements sont dispensés dans cet ordre pour exiger de ses adhérents autant d'argent ? Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de cet ordre pour choisir ses membres sur de tels critères ? Moi et ma scripteuse, on va vous y répondre maintenant. On est maintenant en 1984. L'ordre du Temple solaire se structure selon le même modèle que la fondation Golden Y. Il se revendique dans la filiation de l'ordre des Templiers. Ces moines chevaliers, au croisement de l'histoire, de la légende et du mysticisme, ont vécu au Moyen-Âge entre le XIIe et le XIIIe siècle. À la fois religieux et militaires, ils étaient en service de l'église catholique. Pour vous expliquer, en fait, les Templiers sont chargés d'accompagner et protéger les pèlerins qui vont prier à Jérusalem. Ils participent aussi activement au combat durant les guerres de croisade. Grâce à leur influence et au cours de leurs nombreux voyages, les Templiers accumulent progressivement une petite fortune, un trésor qui est aujourd'hui légendaire. Mais la guerre semble perdue. Le pape dissout l'ordre des Templiers et signe son arrêt officiel. En France, le roi les accuse d'être des hérétiques. Ils sont alors arrêtés, jugés et condamnés. Des bûchers sont allumés spécialement pour eux et les Templiers périssent dans les flammes. Et la fin tragique de cet ordre alimente depuis de nombreuses légendes à son propos. Le même ordre d'ailleurs qui inspire maintenant Di Mambro et Jouret pour leur propre fraternité.
Jouret donne plusieurs conférences où il établit un parallèle entre la démarche spirituelle et les principes de l'homéopathie. Dimambro, véritable cerveau de l'ordre, se place alors à la trésorerie de l'organisation. Mais maintenant, venons-en au concret, à ce qui nous intéresse véritablement. Que se passe-t-il réellement derrière cette organisation? Qu'est-ce qui réunit vraiment ses adhérents et qu'est-ce qu'on y fait là-bas? En public, évidemment, l'ordre présente des objectifs assez modérés. Leur but, il est extrêmement simple à comprendre. En fait, ils veulent réunir une élite spirituelle pour la préparer à perpétuer la conscience universelle et la vie grâce à l'étude des autres sciences. Ils veulent former une chaîne mondiale de fraternité au service des forces du bien et des forces positives. Une fraternité unifiée et incarnée par l'ordre du Temple solaire. Une fraternité d'ailleurs qui est organisée autour de différents centres de vie. Une idéologie, un but divin, une hiérarchie. La machine alors est lancée. Au plus haut de sa gloire, la secte compte jusqu'à 600 membres, et parmi eux de nombreux notables suisses à la tête de grosses fortunes, vous imaginez pas. Les gros sont installés à Sassonex d'Arves, dans la villa même de Dimambro. Une pièce d'ailleurs est même aménagée, appelée le sanctuaire, pour la méditation et les rituels. Et ils disent même ceci: entrez en lien avec le monde de l'invisible. Les membres y sont vêtus de capes blanches, ornées de symboles de la rose rosicrucienne et la croix des Templiers. Et les adeptes, eux, vivent dans un bâtiment voisin beaucoup plus terne. Ils se lèvent à 5 h du matin pour caresser le séquoia sacré du grand jardin, avant d'entamer la gymnastique cosmique. Puis après ça, ils prennent leur petit déjeuner rudimentaire. Ils sont persuadés là de faire partie d'un groupe d'initiés très spéciaux. Des initiés qui ont accès à un niveau de compréhension élevé de l'univers. Un niveau dont les autres humains ne réalisent même pas l'existence. Un niveau dont la science elle-même n'a pas connaissance. Les grands maîtres leur transmettent l'histoire de l'humanité au-delà de toute compréhension scientifique du monde. Et les gourous, eux, rien du tout. Ils font la grasse matinée avant le premier rituel de la journée au sanctuaire. Ils vont pas se lever à 5 h, hors de question. D'ailleurs, assez effrayant, dans le voisinage, on peut les apercevoir avec leurs grandes capes blanches. Alors certains les prennent pour de gentils fous, mais d'autres s'inquiètent un petit peu. La rumeur court selon laquelle il se passe des choses vraiment étranges dans la villa. Assez intrigués alors, les enfants du quartier tentent de monter sur les murs qui protègent le domaine pour apercevoir ce qu'il se passe, par simple curiosité. Et alors on y découvre que sur le terrain, un potager y est emménagé. Les fidèles, ici, en fait, ils y labourent la terre avec des chevaux. Et bizarrement, aucun engrais n'est utilisé. Aucun, pas tellement en fait. Sauf les selles d'Emmanuel, l'enfant cosmique. Ouais, non, c'est un peu chelou en vrai. Je vous avais prévenu, hein. Ces excréments, oui, en fait, sont répandus à la main dans les cultures pour amender le sol. L'hygiène de vie est au cœur des préoccupations. On a peur des microbes. En cuisine, dites-vous, on ordonne de laver les fruits et légumes 7 fois avant de les cuisiner. Dimambro se montre de plus en plus obsédé par l'hygiène. Au point où lorsque les fidèles sortent, ils doivent impérativement mettre des sacs plastiques en guise de protection pour s'asseoir. Il ne faudrait pas qu'ils soient contaminés par les gens qui les ont précédés. Les fidèles intègrent alors l'idée que le monde extérieur est complètement corrompu. Ils doivent alors vivre totalement isolés s'ils veulent en fait atteindre le degré élevé de conscience promis par les maîtres de l'univers. Pendant une quinzaine d'années alors, le gourou vit à l'écart du monde, quasi en dehors du temps. Et les rassemblements en fait sont organisés dans les différents domaines de l'ordre, notamment en Suisse, dans une ferme à Chéry et un superbe chalet à Salvan. Dans le sous-sol du chalet, une crypte sert de sanctuaire. On y chante, on médite et chacun repart avec ses cours à étudier. Et chaque cérémonie débute avec la confession de ses péchés. Puis, le maître de cérémonie guide les fidèles dans une méditation collective. Des particules alors lumineuses s'élèvent des corps. C'est ce que croient évidemment vivre les fidèles, alors que pas du tout. En réalité, ce ne sont que des projections électroniques rendues possibles grâce à des appareils coûteux. On défile aussi à cheval vêtu d'un costume des Templiers dans des mises en scène surréalistes. Les différents cultes de lieu sont le théâtre d'apparitions assez miraculeuses. Et les fidèles sont nombreux à être témoins lorsque ces phénomènes apparaissent au cours des cérémonies rituelles. Des objets ou des personnages se matérialisent devant eux sur fond de musique cosmique. On peut évidemment y voir la fameuse épée qui a engendré l'enfant cosmique. Évidemment, il ne loupe pas celui-là. Et on peut aussi apercevoir le Graal, les 12 apôtres et pas moins que le Christ lui-même. Et comme vous l'aurez très sûrement deviné, ces prétendues apparitions surnaturelles ne sont que des supercheries. Dimambro en fait utilise sa femme qui, perchée sur un tabouret, projette les illusions holographiques. À tout le monde. Ouais, ça peut paraître fou, mais tout le monde y croit. Et malheureusement, je vous annonce, c'est que le début. Quant aux membres, bien sûr, ils ne sont pas tous égaux. Dimambro et Jouret, comme dans pratiquement toutes les sectes, par exemple celle de Raël aussi ils ont ça, ils ont mis en place une hiérarchie. Chaque grade en fait est accompagné d'une tenue vestimentaire codifiée. Au plus bas de l'échelle, on y retrouve les simples frères.
Eux, ils ont tout bonnement la pire chose à faire, ils sont appelés déjà les aubes blanches, pour ceux qui ne savaient pas, et ils sont chargés des tâches quotidiennes considérées comme avilissantes. Pas de chance pour eux. Et au-dessus d'eux, on y retrouve les grands maîtres, les capes dorées. Et vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les deux? Les galons achetés à grand prix, car intégrer l'ordre coûte extrêmement cher. Vraiment très cher. Même si les contributions exigées varient en fonction des revenus des membres, évidemment. De toute façon, ils s'en foutent de leur argent, comme la doctrine enseigne que la vie terrestre est une illusion totale. Donc l'argent pour eux, ça devient pas si important que ça en fait. Alors, à quoi bon finalement s'encombrer de biens matériels? Pas vraiment d'utilité, on est d'accord. Voici les propres mots de Jouret. La libération n'est pas là où les hommes la recherchent. En 1985, Di Mambro affirme que la guerre nucléaire est assez proche. Mais alors là, il réfléchit et il se dit « Pourquoi pas établir un centre de survie ? Si la guerre approche, faut se protéger. » Alors c'est ce qu'il va faire, protéger ses adeptes. Pour cela, il achète un domaine, le lieu est implanté au Québec et il s'appelle le Sacré-Cœur, et après ça, il va demander à tous ses fidèles de constituer des stocks d'armes. Bien sûr, de façon totalement illégale, pour ne pas laisser de traces, évidemment. Mais malheureusement, ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'organisation est sur écoute depuis que le Premier ministre a reçu une lettre de menace. Les autorités réussissent alors à mettre la main sur Jouret. Il est inculpé pour entrepôt illégal d'armes à feu et condamné à 1000 $ d'amende. Mais la justice est encore loin de s'imaginer ce qu'est en train de préparer l'ordre dans le plus grand des calmes. Sur le domaine du Sacré-Cœur, Di Mambro projette alors de créer une ferme biologique pour produire de la nourriture de manière autosuffisante. Ils vont trouver l'idée hyper smart, car quand ce sera nécessaire pour eux, quand la fin du monde arrivera, ils auront au moins toutes les ressources nécessaires. Pour accueillir alors ces biens immobiliers, l'ordre met en place des filiales plus ou moins officielles, plus ou moins légales. Et Di Mambro, arnaqueur qu'il est, n'hésite pas à faire des bénéfices en revendant ses parts du marché à ses adhérents. Argent qui lui permet de constituer un véritable parc immobilier, avec plein de maisons. Mais il manque encore à Di Mambro quelque chose. Quelque chose pour parachever son idéologie, pour lui donner encore plus de crédit. Il lui manque des textes. Des textes destinés à être considérés sacrés par les fidèles. Il contacte alors, par le biais de son téléphone, son cher ami Tabachnik, le chef d'orchestre, et lui demande de rédiger ses écrits. Appuyé donc sur des tests ésotériques et rosicruciens, Tabachnik rédige les archets. Mais le texte est pratiquement incompréhensible, les membres n'y comprennent rien du tout. Tabachnik alors est envoyé à travers le monde pour donner des conférences pour les expliquer. Mais vous vous en doutez maintenant que toute cette mascarade ne peut pas continuer bien longtemps. Le pouvoir, l'argent, l'idéologie, les tensions commencent à apparaître petit à petit entre les membres. À partir de 1986, certains dénoncent la mégalomanie, les tromperies et les malversations des dirigeants de l'ordre. Parmi les accusateurs, un certain Antonio Dutoit. Et retenez bien ce nom car ce sera assez important, même très important pour la suite. Mais alors, qui est la cible principale de ces accusations ? Joe Di Mambro, dont le style de vie luxueux est en complète contradiction avec ses enseignements. On l'accuse aussi d'avoir trompé ses adeptes avec des cérémonies assez vulgaires et des tours de magie. Ça commence à sentir vraiment là pas du tout bon pour le gars. Même l'un de ses fils, elle, commence à dénoncer des fraudes financières de son père. En réalité, il investit les fonds dans des affaires fictives ou simplement dans son train de vie luxueux. Sublime villa, voyages exotiques, voitures de luxe, festins de roi... Rien n'est trop beau pour Di Mambro. Face au scandale, certains membres même fortunés et influents exigent très vite, s'il le peut, le remboursement total ou partiel de leur investissement. Mais pour tenter alors d'apaiser un petit peu la hargne qui commence de plus en plus à monter à son égard, Di Mambro promet à tous les membres qu'il a arnaqués de restituer la somme qu'il a détournée. Mais les dimensions de l'ordre, pendant ce temps-là, se font de plus en plus nombreuses. Pour rembourser alors les dettes, il vend des biens immobiliers. Di Mambro ne conserve autour de lui que les adeptes les plus fidèles. Les autres membres ne sont plus vraiment informés des réunions et des activités de l'ordre du Temple solaire. Ça dégage, ça part à la poubelle. Jouret quant à lui renonce à sa carrière d'homéopathe pour se consacrer entièrement à l'ordre. Il donne des conférences sur le développement personnel au sein d'entreprises, d'universités et même de banques. Mais Di Mambro voit cela d'un mauvais œil. Il considère que ses interventions publiques divulguent les idées et principes de l'ordre à un public beaucoup trop large et non initié. Ça va vraiment le faire chier, donc ce qu'il va faire, c'est saboter les conférences de son propre confrère. Il va même jusqu'à aller le destituer de ses grandes fonctions de grand maître. Soumis donc à Di Mambro, il reste définitivement dans son ombre. Et à ce moment-là, les critiques émanant des membres se font de plus en plus nombreuses, au fur et à mesure du temps. Di Mambro est obligé de réorienter son discours s'il veut maintenir sa communauté.
On est en 1993 lorsqu'il commence à prêcher l'idée qui détermine l'issue fatale de l'ordre. Et à votre avis, quel est le stratagème qu'il va mettre en place? Je vous laisse deviner, je vous laisse quelques secondes, et si vous avez vu ma vidéo sur Evansgate, ce ne sera pas tellement difficile de savoir le triste sort que vont subir les adeptes. L'idée qu'il va avoir et donner à ses adeptes, c'est celle d'un ultime voyage. Alors vous allez me dire, mais quelle destination, où ils vont? Une étoile. Oui. Sirius, l'étoile principale de la constellation du Grand Chien, a 8,6 années-lumière de la Terre. Dimambro évoque l'arrivée de l'apocalypse. Pour y survivre, il soumet à ses fidèles alors un mystérieux plan global. Et seul lui apparemment peut délivrer ses fameux passeports pour l'astral. En réalité, pour effectuer ce voyage, les membres doivent suivre un processus très précis. Ils doivent laisser leur corps humain sur Terre derrière eux. Ce voyage d'ailleurs de l'âme vers une autre planète, vers une autre dimension par le suicide, est un peu pareil que la vidéo que je vous ai fait, c'est très similaire, sur Evansgate, la secte, vous savez, où il y a eu 30 personnes qui se sont suicidées, au moment, vous savez, du passage de la comète Hale-Bopp. Qui s'en souvient? N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si vous avez déjà vu cette vidéo, ça m'intéresse de savoir. L'objectif est de transporter là la vie sur une autre planète. Beaucoup désertent purement et simplement. Ceux qui restent sont malheureusement et tristement condamnés. Les grands maîtres, très inquiets des départs alors de personnes de la secte, intensifient la surveillance des membres. Ils sont espionnés et font l'objet de mises sur écoute téléphonique. Pour les autres, l'heure du grand voyage va bientôt sonner. 7 siècles après la mort des Templiers sur les bûchers de Philippe le Bel, c'est l'ordre du Temple solaire cette fois-ci qui s'apprête à embrasser le monde. Au printemps 1994, Dimambro convoque l'ensemble des adeptes de l'ordre. Enfin, en tout cas, ceux qui restent encore. Il leur annonce là que la mission touche à sa fin. Il leur dit que la fin est proche et que le monde va se consumer en une immense boule de feu. Seuls eux, les plus fidèles membres, sont destinés à échapper aux flammes et à rejoindre Sirius. Pour préparer alors le transit astral, Dimambro leur confie des missions spécifiques très particulières. D'abord, l'élimination des traîtres à l'ordre, puis l'élimination des membres de l'ordre qui ne veulent pas se donner la mort même s'ils croient à l'idée de transit. Enfin, l'exécution des membres qui acceptent le principe du transit et leur propre mort physique. L'élimination de tout le monde quoi, en fait, si on fait un bref récap. C'est pas un plan là, c'est juste un massacre. La première cible, Antonio Dutoit, ce fidèle qui a osé accuser Dimambro de malversation financière. Lui et sa femme Suzanne sont maintenant considérés comme des traîtres à exécuter en suivant le rituel précis. Mais ce n'est pas tout. Leur fils, un nourrisson de 3 mois, il doit également lui être éliminé. 2 membres alors de l'ordre sont chargés de faire cette mission des plus lugubres. En août 1994, Géry et Colette Genoux quittent la Suisse pour le Québec. Sur place, ils achètent pour le matériel nécessaire pour déclencher un incendie. Et alors, le 30 septembre 1994, le couple Dutoit est invité à manger chez Dominique Bellaton. Elle est encore la seule de l'ordre à qui ils adressent encore la parole. Elle réside, elle, à Moraine Heights, dans un somptueux chalet divisé en 4 appartements achetés par l'ordre en 1985. Ce soir-là, Antonio et Suzanne sont poignardés à de nombreuses reprises au niveau du cou et de la tête. Et vous allez me demander, le nourrisson est devenu quoi? Aussi, il a subi le même sort qu'eux. Les coups portés au torse déchirent littéralement ses poumons. Après les meurtres, Dominique Bellaton quitte les lieux et laisse le couple Genoux nettoyer la scène. Il place les corps là dans un réduit au sous-sol. Et dans la nuit du 3 au 4 octobre 1994, ils incendient le chalet. Ils finissent dans la chambre par mettre fin à leur jour en ingurgitant des médicaments. Les pompiers alors arrivent vers 9 h dans l'appartement et font un peu le tour de l'appartement. Et c'est là qu'ils y découvrent malheureusement avec horreur, la scène est absolument insoutenable, ils aperçoivent devant eux les corps carbonisés du couple Genoux. L'un est encore sur le lit dans la chambre, mais l'autre est tombé sur le sol. Après avoir maîtrisé l'incendie, ils constatent là que ce n'est probablement pas accidentel. Plusieurs bidons d'essence sont retrouvés dans les différentes pièces. Des dispositifs d'allumage sont aussi découverts dans le sous-sol et dans le chalet voisin. Et dans plusieurs mêmes pièces de l'appartement, on y retrouve des traces de sang que quelqu'un a cherché à nettoyer bizarrement. Tout indique là aux autorités qu'il s'agit d'un suicide. Les corps de la famille Dubois pourtant ne sont pas immédiatement retrouvés et n'intéressent pas plus les enquêteurs que ça. Pourtant, le terrible plan global n'est qu'à sa première étape. Après l'élimination des traîtres, la phase d'exécution des membres contre le suicide peut enfin commencer. Le lendemain de la découverte des corps, dans le chalet de Morin Heights, soit dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994, 2 incendies se déclarent en Suisse. L'un vers 23 h 55 à la ferme de la Rochette à Cherly,
L'autre dans 3 chalets situés au lieu-dit le Fond du Ban, à Salvan. Dans le chalet à Charlie, 23 cadavres dont 12 femmes et un enfant. 20 victimes ont été tuées par une ou plusieurs balles dans la tête. D'autres semblent avoir été étouffées à l'aide d'un sac plastique. Les 22 corps présentent des traces du même médicament qui a tué le couple Genot. Le bâtiment est fermé de l'intérieur. Il a été incendié le lendemain des décès par un système automatique. Très bizarre. Quand du côté de Salvan, on compte 27 corps dont 6 enfants. Parmi eux, on ne le savait pas encore, mais Emmanuel, l'enfant cosmique, était présent. Les victimes se sont injectées un poison composé de 3 substances extrêmement fortes, à moins qu'on ne leur ait administré de force. Certaines ont les mains liées. Pourtant, elles ne semblent pas avoir résisté. Les corps sont disposés en étoiles sur le sol. Sur place, on y retrouve des boîtes de médicaments, des somnifères, et même des opioïdes sont retrouvés près des corps. On a aussi des bonbons et des peluches près des plus jeunes. Comme à Cherry, les portes sont fermées de l'intérieur et l'incendie a été déclenché par voie automatique. Au total, dites-vous que les pompiers ont retrouvé 50 corps complètement carbonisés à cause des incendies. Et la plupart des victimes portent des capes blanches. Selon leur place au sein de l'ordre, elles sont blanches, noires ou dorées. Les soupçons des autorités se portent très vite alors sur Dimambro et Jouret, nos 2 petits gourous. Un mandat d'arrêt est émis contre eux. Mais là, ils sont introuvables. Lors des fouilles de l'appartement de Dimambro, les enquêteurs retrouvent étrangement un document écrit de la main de Jocelyne Duplessis, l'épouse du gourou. Et elle y écrit ceci. Suite au tragique transit de Cherry, nous tenons à préciser, au nom de la Rose-Croix, que nous déplorons et nous nous désolidarisons totalement du comportement barbare, incompétent et aberrant du docteur Luc Jouret. Prenant la décision d'agir de sa propre autorité, à l'encontre de toutes nos règles, il a transgressé notre code d'honneur et il est la cause d'un véritable carnage qui aurait dû être un transit effectué dans l'honneur, la paix et la lumière. Ce départ ne correspond pas à l'éthique que nous représentons et défendons face à la postérité. Non, vous ne rêvez pas. Elle accuse ce bon vieux Jouret pour les suicides et affirme qu'il a agi de sa propre initiative, indépendamment de l'ordre. Condamné pour avoir dissimulé des armes, tout le monde croit d'abord à cette version. Le mercredi 5 octobre 1994, alors des centaines de lettres sont envoyées aux médias, à d'autres adeptes et à plusieurs personnalités politiques et publiques. L'expéditeur Patrick Vuarnet, membre de la secte, il agit sur des instructions reçues de Dimambro. Ces courriers contiennent des messages liés aux croyances de l'ordre. Et avec effroi, les personnes extérieures à la communauté découvrent le plan global. Ce transfert supposé des adeptes vers l'étoile Sirius. Pour les journalistes, il est évident maintenant que les incendies en fait sont juste là pour faire disparaître leur lieu de culte. Dans le voisinage, l'incompréhension domine. Oui, bon, d'accord, ces gens ont été des totales illuminés. Mais un suicide collectif, tout de même, c'est quand même extrêmement violent. En plus, il y a des enfants parmi les victimes. Finalement, le 7 octobre, les 3 corps de la famille Dutoit sont découverts dans le sous-sol du chalet à Cherry. Et là, on ne croit pas du tout à une coïncidence, mais les suspects restent pourtant introuvables, jusqu'à ce que les analyses ADN des corps retrouvés à Salvan les identifient parmi les victimes. On apprend à Salvan que certains systèmes automatiques d'incendie n'ont pas du tout fonctionné. Les enquêteurs mettent alors la main sur de nombreux documents. Ils permettent de constituer le fonctionnement de l'ordre, mais aussi d'identifier ses membres. Tabachnik, qui se produit en concert au Danemark au moment des drames, est convoqué et très vite interrogé. Mais après 3 jours, il est innocenté. Et malgré l'horreur, d'autres membres, eux, continuent de soutenir les idéaux de l'ordre du Temple solaire. Certains éprouvent même des regrets de ne pas avoir participé au transit vers Sirius. Oui, il y en a qui ont le somme de ne pas avoir mis fin à leur jour. Ouais, ça paraît fou. L'enquête conclut alors à un suicide collectif initié par Dimambro et Jouret. Les autorités alors prennent une bonne décision, je trouve, ils détruisent les lieux afin de ne pas attirer les curieux. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Enfin, en tout cas, c'est ce que pensaient les enquêteurs. Un an passe et on pense que la secte a disparu après le suicide de ses dirigeants. Mais le 23 décembre 1995, une découverte complètement horrible inquiète les enquêteurs. Au lieu-dit le Trou de l'Enfer, à Saint-Pierre-des-Cherennes en Isère, 16 cadavres sont retrouvés, dont 3 enfants de 2, 4 et 6 ans. Les corps, dans une scène de déjà-vu, sont disposés en étoiles. Les décès sont datés du 16 décembre. 14 victimes ont été tuées par 1 ou 2 balles après avoir ingéré des sédatifs. Et après ça, elles ont été ensuite incendiées à l'aide de bois et d'essence. Les enquêteurs font tout de suite le lien là très vite avec les suicides de l'an passé. Après la mort de Dimambro et Jouret, ils pensaient que l'histoire allait s'arrêter là, que la secte cesserait d'exister. Mais ils se sont complètement trompés.
Il faut se rendre à l'évidence qu'il existe une autre tête pesante qui continue de mener le plan global, mais l'enquête s'enlise, jusqu'à une découverte inopinée arrachée au destin. En mars 1996, des journalistes retrouvent alors des cassettes audio oubliées dans l'un des chalets de Salvan. Rongé par la paranoïa, Di Mambro espionnait les autres. Il les enregistrait à leur insu, et c'est l'un de ces enregistrements qu'ils viennent de retrouver, les journalistes. On peut entendre, oui, bel et bien une conversation entre deux membres de l'ordre. Une discussion qui va dans le sens d'une manipulation mentale des adeptes par le gourou. Les deux adeptes discutent réellement du fait de partir pour une planète éloignée. Cependant, ils ne pensaient pas partir à la base pour Sirius, comme on leur a promis, mais rester dans le système solaire. Les enquêteurs pensent là à ce moment que ces deux membres seraient à l'origine de cette deuxième vague de suicides avant de s'être tirés aussi mal eux-mêmes dans la tête et de se jeter dans le brasier. Le procureur est convaincu d'une complicité extérieure et alors il ouvre une information judiciaire pour assassinat et association de malfaiteurs. Mais maintenant il est déjà trop tard, la population française a peur et les Suisses aussi. Et la crainte n'est pas encore prête de s'éteindre. Fin décembre 1995, on spécule toujours sur le complice du deuxième suicide. Même si on est de plus en plus douteux quant au fait qu'il s'agisse de mort volontaire. Sur TF1, Gilles Boulot évoque l'idée que la secte ait pu survivre regroupée autour de Tabachnik. Il sème le doute sur l'implication du chef d'orchestre dans le massacre. Tabachnik n'a-t-il pas déjà animé 2 conférences en septembre 1994 à la demande de Di Mambro? N'est-il pas évident que ces réunions n'étaient que des séances préparatoires aux tragiques événements d'octobre de la même année? On peut se poser ces questions. À la suite donc de cette déclaration, l'ensemble des médias relaye la thèse et place Tabachnik à nouveau sous les feux de l'enquête. Mais il continue pourtant à démentir fermement. En réponse alors à ces accusations, il publie Bouc émissaire, dans le piège du temple solaire. Il affirme qu'il a bien pris part à ces conférences, mais qu'il n'avait pas connaissance du dénouement orchestré par Di Mambro. Tabachnik est perçu comme une victime d'un coup monté. Mais les enquêteurs là ne sont pas encore une fois au bout de leur surprise. Le 22 mars 1997, à Saint-Casimir au Québec, 5 autres personnes sont retrouvées mortes dans les mêmes conditions exactes. Ces adeptes se sont donnés à mort pour effectuer le transit vers Sirius, avant que la maison ne soit ravagée par un incendie encore une fois déclenché par un dispositif automatique. Mais cette fois, il y a des survivants. 3 adolescents sont retrouvés à proximité des lieux du crime en état de choc total. Ils sont parvenus à convaincre leurs parents de les épargner. À partir de cette découverte, plus aucun ancien membre survivant de l'ordre du Temple solaire n'osera reconnaître son appartenance au mouvement. Tous refusent de témoigner et disent condamner les faits, ce qui complique encore plus l'enquête menée par la police suisse, belge et aussi québécoise. Le seul prévenu identifié, Tabachnik, nie toujours en bloc son implication directe dans l'organisation. Mais le juge d'instruction estime qu'il aurait pu encourager les adeptes à commettre des suicides collectifs avec ses écrits et ses conférences. En conséquence, il est donc mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Son procès débute alors en 2001, mais il est relaxé au bénéfice du doute. Les morts de l'ordre du Temple solaire sont catégorisés de suicides de masse pour la justice. Pourtant, tout le monde ne partage pas cette même opinion. Dans les rapports d'enquête, les proches des victimes relèvent plusieurs incohérences dans l'enquête. Notamment l'absence de traces d'incendie dans l'environnement autour des corps, environnement qui demeurait totalement intact. Cet élément remet alors en cause, selon eux, la thèse du suicide collectif et ils demandent alors une contre-expertise. Pour l'occasion, on exhume alors les victimes et les corps sont analysés. Un expert mandaté par le parti civil détecte la présence de phosphore qui suggère l'utilisation de lance-flammes. De plus, certaines victimes portaient des sacs en plastique sur la tête tandis que d'autres avaient été drogués. Ces indices démontrent pour les proches des victimes qu'il ne s'agit pas de suicide, mais d'une véritable mise en scène de crime. Mais les experts judiciaires concluent que ces résultats n'apportent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause finalement la décision de la justice. Rien ne permet là de confirmer la thèse de la partie civile, ni d'élucider le mystère des suicides de l'ordre du Temple solaire. Au total, sur les 74 victimes, dont l'âge varie de 3 mois à 79 ans, 10 mineurs ont été tués, parfois en compagnie de leurs propres parents. À l'heure où je tourne cette vidéo, dites-vous que la justice n'a jamais tranché en faveur d'assassinat. Pourtant, les familles des victimes sont persuadées qu'elles n'ont pas pu se donner la mort d'elles-mêmes. Pour elles, ce sont des actes criminels qui ont précipité leurs proches dans l'horreur. Et effectivement, on peut comprendre que le doute s'installe. Depuis le dernier massacre, à ma connaissance, on n'a pas eu de renouvellement comme ça assez horrible de la part du gourou. Et heureusement.
Mais une question, moi perso, me hante encore. Est-ce que les victimes de l'ordre ont pu croiser les victimes d'Evans Gate? Évidemment, avec tout le respect que l'on doit aux victimes, on espère que quoi qu'il arrive, elles reposent en paix. Yup, we're used to this shit. Yup. It's just what it be. No, you guys were like, huh? God, look at this, guys. Oh, wow. Oh, wow. Dude! To the guns, you dogs! Oh, this is beautiful. Look at the hair of our character as well. This hair is amazing. Here we go. Oh, whiskey is the life of man. Oh, whiskey, Johnny. I drink whiskey when I can. Oh, whiskey. Golden Luther! Johnny. Luther head! Is the Very nice view. oh, whiskey.